Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de live consacrée du coup à la Maker Fight. La deuxième partie sera consacrée pardon, à la Maker Fight et au combat de robots. La première partie, si vous ne l'avez pas vue, et ben en fait il y a la rediff normalement qui est disponible sur YouTube et sur Twitch. Elle était consacrée au test du kit et les goûts. Et là aujourd'hui, maintenant on a fait déjà le récap cette première partie, on va s'intéresser à la Maker Fight et à la fabrication de robots de combat. Alors déjà, est-ce qu'il y a des gens qui sont restés? Ah bah oui, vous êtes remontés, c'est très drôle. Comme dirait Tourne Racine Jingle, il y a des robots qui se mettent des nions. On se croirait à la télé, t'as vu, c'est vachement bien fait, hein. C'est vachement bien fait. Donc par contre, je vais changer le titre du live, parce que du coup, ça ne va pas du tout. Information de la diffusion. Donc là, on va passer sur euh, robot de combat Maker Fight. Voilà, bisous. Oui, si, très jour les infos. Normalement, ça a dû changer chez vous. En direct, en dessous. Là. Euh, L'émission est cutée pour prendre les meilleures audiences des deux parties. Non, 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 non. Elle est cutée parce qu'en fait, après, ça fait des lives qui sont un peu longs. Il y a des gens qui sont intéressés uniquement par la partie test du kit et d'autres uniquement par la partie Maker Fight. Donc, je vais mettre les deux séparés sur YouTube. Je pense que c'est plus juste pour le coup. Est-ce que tu connais Squirrello? Non, pas du tout. Mubuak, ça me dit rien du tout. À quand des matchs dignes de la saison 2020 de BattleBots? Ah ouais, alors si vous n'avez pas encore regardé les matchs de BattleBots 2020, et je suis déçu de ne pas pouvoir faire des reviews de ces matchs, parce que je me ferais strike direct par Twitch et YouTube si je faisais ça. Mais regardez les épisodes de la saison 2020 de BattleBots, c'est c'est fou fou, hein. En vrai, ça faisait longtemps que j'avais pas vu des matchs aussi puissants en termes de choc, en termes de même de qualité hein, de robotique. En vrai, il y a des robots qui se prennent des sacrés coups, quoi, et qui tiennent jusqu'au bout. Enfin, franchement, c'est une saison assez incroyable. Vraiment, je vous encourage à aller le voir. Et si jamais vous voulez en parler, n'hésitez pas à passer sur le Discord. Voilà, avec la commande Discord pour pouvoir discuter de ça et puis échanger sur des vidéos, etc. Peut-être que je me ferai d'ailleurs des lives sur Discord parce que du coup c'est un peu plus sympa, on est un peu plus tranquille, on pourrait revoir des vidéos comme ça sans être emmerdé par les strikes et tout parce que ça pourrait être assez rigolo. BattleBots se base sur TF1. Ah d'accord. Ok, ah, je ne savais pas. Avec des commentateurs français, ça doit être rigolo ça. Je suis désolé, hein. C'est ma tête de. Hmm. Alors, j'ai une très grande passion pour les commentateurs américains qui surjouent, et je trouve ça très bien, parce qu'en fait, sur les premiers combats de BattleBots, les robots faisaient pas grand-chose, on va se le dire, hein, c'était pas fou, et les gars ils gueulaient et tout, ouais, il a détruit et tout, alors que le robot il faisait ploc, ploc, ça ne faisait rien, et du coup ils ont regardé ce concept-là, et je trouve ça très drôle, c'est du catch quoi, et c'est vrai qu'en France, je sais plus, on en parlait hier avec des gens sur le Discord, en France on a moins, comment dire, cette culture voilà, d'entertainment. Et je trouve que ça manque un peu. Parce que en vrai, quand tu les regardes sans commentaire, t'as un peu chier, hein. Voilà, on va pas se le cacher, quoi. Sauf cette année, où franchement, c'est assez violent, quoi. Le nouveau Chomp est assez fou, ouais, effectivement. Ouais. Ah, ils sont 3 saisons en un. Oh, ouais, ouais, ouais. Mais alors, j'ai pas la télé, en fait. Je ne reçois pas la télé, ce qui me va très bien hein, depuis des années. Donc, donc, je suis désolé. Mais j'irais bien voir un replay pour voir un peu ce que ça donne. Ça a changé Gulli. Ah oui, c'est sur Gulli aussi que j'avais regardé. Les commentateurs étaient pas terribles, hein, je suis désolé, hein, mais j'ai pas accroché du tout, quoi. Ah, c'est pas sur TF1, c'est sur Gulli, du coup, c'est ça? Les Français, c'est vraiment low cost. Mais c'est juste la culture qui est pas le même, je pense, à mon avis. Enfin, j'en sais rien. J'en sais rien. Faudrait voir, tu vois. Voir des commentateurs de foot. Ouais, non, peut-être pas. Très mauvaise idée. Bon, bref, de quoi on va parler ce soir, là? Parce qu'on discute, on discute. On va parler de... D'accord, ok, c'était Gulli. On va parler de robots de combat. Donc, la Maker Fight. Hop, tapez Maker Fight. On va aller sur le bureau.
La Maker Fight, qu'est-ce à dire que ceci? Eh bien, du coup, la Maker Fight, c'est la version française de BattleBots ou d'autres types de robots de combat un peu partout dans le monde. Sachant que BattleBots, pour rappel, c'est des robots qui sont sur des classes de plus de 100 kilos. Là, nous, à la Maker Fight, donc en France, on est sur des robots de 20 kilos, donc sur une arène plus petite. Donc, vous voyez d'ailleurs l'arène qui était derrière, là, juste en construction. Et donc sur des robots qui sont plus légers, plus petits, toujours radio-guidés, un seul robot par équipe, et qui se déroulera cette année du 17 au 18 avril 2021, en espérant, en croisant les doigts, qu'on n'a pas le même problème que cette année où la compétition a purement été et simplement été annulée, puisque Covid, tout ça, c'était la première semaine du premier confinement. Imaginez le délire, quoi. Bref, du coup, nous, on y participe là depuis 2 ans, sauf qu'on n'y a pas été l'année dernière. On a un robot qui est déjà fait, un gros robot, et on va refaire. L'idée, c'est d'en refaire un, mais plus petit. Et je l'avais déjà un peu expliqué dans un précédent live. Je vais peut-être pas revenir dessus. Je l'ai là-bas si on doit le regarder pendant un moment. Ah bah tiens, regarde, on était là. Euh, mais du coup, l'idée, c'est de reprendre la forme globale de notre robot qu'on avait déjà utilisé depuis 2 ans, d'en faire une version qui soit plus proche de ce que la FRA propose. Donc la FRA, c'est une ligue de combat de robots qui est un peu plus internationale, et du coup, les robots de 20 kilos n'existent pas dans cette ligue-là. Je crois que ce qui se rapproche le plus, c'est la catégorie des 13 kilos. Donc vous me direz, mais attends, t'es en train de nous dire que tu vas te rapprocher d'un robot de 13 kilos, alors qu'en face de toi, tu vas avoir des poids lourds de 20 kilos. Ben oui, exactement. En fait, c'est un peu l'idée qu'on a derrière le concept de cette année, c'est de faire un robot qui est plus petit, plus compact, donc plus maniable, avec toujours la même arme qui va retourner l'adversaire. Mais du coup, d'en faire un qui va être aussi beaucoup plus léger. Pourquoi? Parce que je pense que dans les années qui vont venir, vu que Maker Fight fonctionne très bien, ils vont vouloir s'ouvrir à l'international et ils pourront pas proposer des robots de 20 kilos à l'international parce que du coup il y a d'autres équipes qui diront bah non mais nous 20 kilos on n'a pas quoi. Donc il faudra se rapprocher du modèle le plus proche et du coup c'est a priori la FRA, à moins qu'il y ait une autre classe qui soit créée entre les deux, et donc c'est a priori du 13 kilos. Mais même si c'était pas le cas, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à vouloir faire l'année dernière un robot beaucoup trop gros, eh ben en fait on s'est un peu perdu en route. Et en vrai, le robot qu'on a aujourd'hui est beaucoup trop lourd et beaucoup trop gros. Même s'il fait 20 kilos, il n'est pas suffisamment protégé à mon sens. Et puis la reine, en fait, est relativement petite. Donc avec des robots qui sont très gros, je suis pas sûr que ce soit à notre avantage, sachant que l'année où on a gagné, notre robot était vraiment petit. Et donc du coup, ça lui permettait d'aller un peu où il voulait, quoi. Donc un robot petit et puissant. C'est vrai que Mulhouse, c'est pas très long en plus. On a vu un grand barbu. Ah bon? Je suis dedans, c'est ça. C'est toujours un Mulhouse, Givarto, effectivement. Donc voilà, donc pour faire ça, on va avoir besoin de recréer un châssis de robot complètement. Euh, sur la fin. D'accord, ok. Ah bah écoute, je ne savais pas que j'apparaissais dedans. Forcément, je dois apparaître en bande dedans. J'ai fait quelques matchs quand même. Mais voilà. Mais d'ailleurs, si vous voulez revoir ce qu'on avait fait sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo de notre passage en 2019 sur la Maker Fight, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil hein, pour le coup. Alors, on va passer du côté atelier pour vous expliquer un petit peu ce que. Ah bah voilà, je suis là. Voilà. On va passer du côté atelier pour vous expliquer un petit peu l'idée que j'ai derrière la tête. Voilà, hein, encore avec le kit, on va tout ranger. Hop. C'est vrai que j'ai pas fait la partie rangement du kit. Mais bon, vous voyez, ça se range assez vite. Sauf que j'ai pas mis les résistances. Hop, on cache ça. Merci KSB. Alors, voilà. Et alors du coup,
quoi on va parler? Oh, bah, je vais le retourner, parce que je vais nettoyer les deux côtés. Donc. Eh bien, on va parler impression 3D. Parce que les années précédentes, on avait des éléments dans le robot qui étaient plutôt découpés au laser, et très peu d'éléments imprimés. Et du coup, là, comme on va réduire la taille, ça va nous permettre potentiellement d'imprimer des pièces dans le robot et de faire plus de pièces imprimées dans le robot. Mais vous allez me dire, sur des matchs des combats de robots, est-ce que c'est une bonne idée d'imprimer des pièces? Alors du coup, j'ai envie de dire, bah, on va voir. Donc mon idée, euh, pour, euh, pour le robot de cette année, c'est qu'on va garder du coup le principe du châssis qu'on avait déjà les années précédentes, donc à savoir un robot. La réflexion, c'est assez chiant. Voilà, ça sera mieux. Voilà. J'aimerais essayer de faire une arme dans l'autre sens pour une fois. C'est-à-dire que là, ce qu'on avait fait l'année dernière, c'était une arme qui se levait comme ça. Je pense que cette année, comme le robot est plus petit, j'aimerais tester aussi dans l'autre sens. Voilà, une arme qui se lève dans ce sens-là. Donc on va garder le cale-porte, ouais. Et illimité, peut-être pas. Ce qui était bien sur ce châssis, donc le principe de notre châssis en 2019, mais aussi en l'année dernière, c'est que les lignes que j'ai tracées, je vais enlever l'arme, les lignes que j'ai tracées en rouge, c'était quasiment notre châssis. Donc c'était du tube carré. Et on avait rajouté, voilà, entre les deux, ça. Voilà. Globalement, on avait un châssis qui ressemblait à ça, donc que du tube carré soudé, avec des platines ici, percées, un axe, nos roues, et ici, nos moteurs, avec une chaîne ou une poulie. Voilà. Bon, ça ressemble à rien, mais je vous le referai après, hein, c'est juste pour vous expliquer le principe global. Franchement, ça marche bien. Mais j'avais déjà fait un live pour vous expliquer que j'étais pas satisfait de plusieurs choses, notamment du fait que bah, si jamais je tombe sur ce côté-là, ou sur ce côté-là, ou du coup ce côté-là, et bah du coup en fait mon robot se plante et du coup peut plus bouger. Par contre, il a la chance, c'est que les roues dépassant des deux côtés, si jamais il pivote dans l'autre sens, il peut continuer à fonctionner. Donc on va garder ces aspects-là, et j'aimerais du coup améliorer les autres aspects. De quelle manière? En me rapprochant d'une forme qui ressemblerait plus à ça. Voilà. Au moins sur le côté. Derrière, on verra, mais au moins sur les côtés, d'avoir quelque chose qui ressemble plus à ça. Qui permettrait du coup, au moins si on est comment dire, si on est coincé sur un côté, qu'il puisse se retourner et être à l'envers, et potentiellement avec son arme se retourner ou continuer d'attaquer à l'envers sans que ça pose de problème. Voilà. Donc rester sur quelque chose de très simple. Sauf que faire ces angles-là en soudure, c'est compliqué. En plus de ça, ici, il faut que je mette des carters, il faut que je les fixe. Voilà, c'est un petit peu chiant. Pareil à l'arrière, il y a des trappes partout. Bref, c'est un peu l'enfer. Du coup, comme je réduis la taille du robot, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas faire des pièces en impression 3D? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est arrivé 2 fois sur notre pire match en 2019. En fait, on a été coincé sur un côté de terrain et on s'est retourné. Bon, on s'est retourné, ça allait, mais sur un côté de terrain, c'était assez chiant. Mais du coup, là, on va pas avoir un angle énorme, en fait. C'est juste suffisant pour que le robot bascule quand je vais faire basculer l'arme, en fait. Voilà. Mais c'est sûr que être à plat, moi, je l'ai déjà fait chez moi. C'est une possibilité, c'est quelque chose qui peut arriver. Ouais. Alors du coup, on va avoir un robot qui est plus petit, hein. Quand même, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, le robot de l'année dernière, il tient même pas sur la table, hein. Là, il dépasse allègrement bah, il est là, hein. Il est lourd.
Ouais, fabriqué en live si ça vous intéresse. Ouf, voilà. Oh, il a pris la poussière et les araignées. Mais voilà, il est énorme, hein. Il est énorme. Donc moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est réduire à ça, quoi. Voilà, c'est vraiment petit robot. Merci Jumeleur, bienvenue, bienvenue. De revenir sur un truc vraiment plus petit. Voilà, donc on est sur quelque chose qui va juste faire, bon, quasiment la moitié moins de taille que ce monstre-là, qui est beaucoup trop grand pour cette compétition, à mon avis. Je me trompe peut-être, mais j'ai envie d'essayer. Donc voilà. Ouf. C'est beaucoup trop lourd aussi. Parce que là, du coup, le robot est pile à 20 kilos, alors que il a pas sa coque en acier autour. Donc on va y aller avec une coque en PEHD autour. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, donc j'aimerais bien faire des pièces, un peu plus de pièces en impression 3D et tester en fait si l'impression 3D est viable pour la compétition de la Maker Fight pour faire des robots justement de 13 kilos en fait. Actionnaire ne suffirait pas sur les côtés. Si, mais on va avoir pas beaucoup de place en vrai, pour le coup. On avait déjà fait des choses comme ça l'année dernière justement pour avoir des actionnaires sur les côtés pour pouvoir éjecter, pour pouvoir le remettre dessus. Mais par expérience, le plus simple est le mieux, en vrai, parce que t'as pas le temps en match de penser à ça, en fait, parce que t'es tout seul avec ta manette, et c'est un petit peu compliqué. Du coup, mon idée, eh ben merci Jumelor, passion en fibre de nylon pour la solidité. T'as pas tenté par le composite carbone époxy? Non. Non, parce que déjà ça coûte cher. Et puis, bon, quoique, quoique peut-être sur celui-là, on pourrait le faire en carbone époxy. Bah, je vais vous montrer ce que j'ai en tête, du coup. C'est pour l'archi, on va rester sur du tube acier. Ça change pas. La manière de le fixer, tout ça, il faudra que je réfléchisse, mais j'ai pas encore d'idée assez établie. Mais si on prend par exemple un côté ici, mon idée en termes de structure, alors pas du tout finie, hein, donc voilà. On va avoir, si je prends une vue de coupe d'un endroit du robot, typiquement, ça sera tube acier. Voilà. Merci Oustiquette, bienvenue à toi. Pièce en impression 3D, par exemple, hein. Je sais pas quelle pièce c'est, hein, c'est juste pour vous expliquer. Voilà. Sur l'extérieur, PEHD, pour amortir les chocs et avoir une coque qui soit légère mais résistante. Et ça, c'est ce qu'on avait déjà fait l'année où on a gagné. Et du coup, là ici, c'est une tôle d'acier fine. Ce qui me permet en fait, le PEHD en fait va avoir cette fonction d'absorber les chocs et d'éviter du coup à la tôle d'acier de se déformer. Et la tôle d'acier, elle va avoir comme effet justement de venir parer tout ce qui pourrait être coup de scie, coup de marteau ou des choses des choses un petit peu pointues qui pourraient rentrer dans la tôle. Sachant que sur des robots entre 13 et 20 kilos, on a rarement des explosions de tôle. Donc en fait avec ça, ce truc-là, c'est ce qu'on avait fait en 2019 qui a super bien marché, donc je pense qu'on va garder ça. Euh, L'avantage, c'est qu'on reste léger, on est solide, on est facile à réparer aussi, très facile à réparer. Et du coup, on est aussi très facile à fabriquer. J'autorise. Euh, un arrondi sur les côtés, ça pourrait pas être mieux. Ah bon, on va pas travailler sur la forme Teddy Magic aujourd'hui, parce que ça, c'est encore un autre débat. Là, pour l'instant, je voudrais vous montrer ce que je veux faire en termes de test, en fait. Mais oui, effectivement, il y a des robots avec des arrondis, mais au moment où on en sera à cet endroit-là, je vous expliquerai pourquoi les arrondis, c'est peut-être pas forcément une très bonne idée, au final. Ça revient à combien en moyenne un robot de combat? Bah, ça dépend ce que tu mets dedans, hein. C'est difficile à dire, hein, mais... Euh,
Moi, je dirais qu'avec 200 euros, déjà, tu peux faire un petit robot de combat sympa. Un truc sans armes. Voilà, 200 balles. Voilà. Après, forcément, plus t'en mets, plus il y a des choses qui peuvent être intéressantes. T'as pas peur que ça parte en éclat s'il y a des marteaux ou lames rotatives? Qu'est-ce qui partira en éclat? Faut rajouter du Kevlar dans le mix contre les chocs, ça devient vite cher ces cochonneries. Ouais, c'est clair. Quand mieux, époxy, carbone, aramine, ouais. Ouais, mais le problème, tu vois, c'est que ce genre de choses-là à réparer, c'est chiant. J'ai pas le temps pendant qu'on est sur les matchs. On entend pas bien la musique? Est-ce que vous l'entendez mieux là? Ouais, forcément, normalement, là, vous devriez mieux l'entendre. On n'a pas le temps de les réparer parce que ça va très vite. Donc il faut des trucs vraiment où tu peux réparer à l'arrache, faire une soudure, un plaquage, découper. Voilà, le Kevlar et tout ça, c'est vraiment le truc qui est chiant. Et le désavantage aussi, c'est que si jamais tu as de la poussière de ce genre de cochonnerie qui arrive dans tes moteurs, comme tes moteurs sont ouverts, etc. à l'intérieur, ou dans ton électronique, ça c'est clairement un risque pour l'ensemble de ton robot et j'en ai déjà vu qu'il y avait des problèmes avec ça, donc je préfère éviter pour le coup. C'est vraiment le truc que j'aimerais bien ne pas avoir à gérer, quoi. Euh... Revêtement carburant, impression 3D, mais tu as répondu à la question avec le combat. Ah, d'accord, ok. Les robots de 150 qu'on a fait, t'en as pour 50 € plus les pièces en impression 3D. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais en vrai, quand c'est des gros robots, c'est pas forcément tellement plus cher, hein. Mais tu prends un coup, ça fait un aplat, et je pense pas que il y a de ça aussi, en fait. Déjà, c'est chiant à produire, et ensuite, c'est aussi les formes arrondies, en fait. Quand tu as une forme comme ça, arrondie, c'est aussi, si jamais t'as ton robot qui est là, si tu as une lame qui tourne, voilà, c'est aussi quelque chose qui peut te choper, en fait, par derrière ou devant, et du coup, faire partir ton robot, en fait. Donc, pour contrer ce genre d'armes-là, le mieux, c'est toujours d'avoir un profil très bas et d'avoir un angle dans l'autre sens, en fait. Ce qui fait que quand tu as un truc qui tourne, voilà, si ça accroche quelque part, ça accrochera un petit peu, forcément, mais ça t'auras moins de prise que si jamais tu as quelque chose qui est complètement rond, en fait. Voilà, ce crowbar ne veut rien dire, mais vous avez compris l'idée. Du coup, donc voilà. Donc l'idée, c'est ça, cet assemblage-là. Et, parce qu'on est chez Barbatronic, on va essayer de mettre des inserts. Voilà. Et donc, du coup, mon idée, c'est de venir, par exemple, me fixer sur les tubes avec des inserts. Vous pensiez quand même pas que j'avais passé un live sans parler d'inserts. Voilà, avec des inserts. Parce que tant qu'à faire, voilà, et des inserts en M5, messieurs, dames. Et oui, parce que j'ai de la visserie M5 pour mes robots de combat. J'ai notamment ces magnifiques vis TBHC avec collerette Torx, qui sont très très belles, et que j'ai envie d'utiliser. Et magnifique TFHC Torx, voilà, pour faire de la fixation. Donc, utilisez des inserts dans les pièces, parce que c'est bien. Et vous allez me dire, qu'est-ce qui a été testé déjà? Les tubes, ça, on les a testés. Et je reprendrai les mêmes tubes que ceux que j'ai utilisés l'année dernière, à savoir, je vais vous dire tout de suite la section, je l'ai plus en tête. Yes. À savoir du 15 mm. C'est une section qui est pas trop mal, parce que plus ça devient trop lourd, et moins ça devient un tout petit peu trop fragile quand on vient venir mettre des vis ou des choses comme ça, parce que déjà le M5 dans du 15 mm avec les inserts et tout le bordel, c'est un petit peu chiant. Euh, il y a CNC Kitchen qui a fait un truc pas mal sur la résistance des différents assemblages. Suivez CNC Kitchen, et tu ne crois pas si bien dire Julia, parce que je me suis retapé toutes les vidéos de CNC Kitchen hier et aujourd'hui sur le sujet, pour voir un petit peu, parce que je les avais déjà vus, mais il fallait que je me rafraîchisse la mémoire, parce qu'il a fait des vidéos sur les inserts, sur l'annealing, sur la finalisation des pièces, sur la refusion des couches. Ce gars est incroyable pour la communauté 3D, je trouve. Et du coup, il y a des trucs aussi auxquels je n'avais pas pensé, c'est que je me suis dit, bah, ok, des pièces en impression 3D, très bien. On va faire quoi? On va faire du 100%, comment dire, rempli, pour avoir une résistance importante. Sauf qu'en fait, non. En vrai, si vous voulez des pièces en impression 3D qui soient solides, le remplissage,
il vaut que Pouic. Ce qu'il faut, c'est avoir des contours qui soient très épais. Donc voilà, ça va être le nombre de contours que vous allez faire dans vos pièces. Si votre pièce vue dessus, elle est comme ça, et bien du coup, vous pouvez avoir un remplissage à 10%. Et si vous avez 6 ou 8 couches de contours et juste votre remplissage à 10% à l'intérieur, votre pièce, elle sera relativement solide, même beaucoup plus solide que n'importe quel autre type de pièce avec un remplissage plus élevé. Donc ça, c'est un truc qu'on retrouve effectivement dans les tests de CNC Kitchen. Tiens, en parlant d'insert, tu trouves que les inserts est cher ou les inserts, oui, je sais pas. Eh ben écoute, c'est très bien que tu me poses la question, Chaos B, parce que j'ai pris les deux. Et le gars de CNC Kitchen, il avait pris des essais avec des inserts qui étaient vraiment pourris, très peu chers, et des inserts un peu plus haut de gamme. En vrai, effectivement, les plus haut de gamme fonctionnent vraiment beaucoup mieux que les pas chers. Et c'est pareil pour les inserts M5, j'ai pris les deux. Alors pourquoi j'ai pris les deux? Parce qu'il y a des inserts qui ont cette forme-là, qui sont pas très chers, c'est ceux qu'on retrouve ouais, chez Wish ou autre. Voilà. Et il y a les inserts, ça c'est un. Et les deux, c'est les inserts que j'utilise moi en M3 que j'ai pris, qui sont un poil plus chers et qui sont en deux parties. Voilà, comme ça, avec un filetage dans un sens et un filetage dans l'autre. Et cela fonctionne beaucoup mieux à l'arrachement. Mais il y a une solution, bien évidemment. Si jamais on prend une pièce, et du coup je n'ai pas fini avec CNC Kitchen, mais et que je fais deux trous dedans, et que je viens visser, par exemple, de ce côté-là, comme ça. Et ben, si j'utilise les inserts 1, ce que je ferais, c'est que je mettrais l'insert dans ce sens-là. Parce qu'en fait, quand je vais enfoncer l'insert, je vais avoir du plastique qui va venir se mettre ici. Alors j'en aurai peut-être là, il faudra peut-être que je refilte un petit peu le trou, mais pourquoi pas. Et donc du coup, ma vis, quand elle va tirer dans ce sens-là. J'aurai une plus grande résistance. Et si jamais je mets des inserts comme ça, et ben, l'avantage, c'est que je peux les mettre de ce côté-là ou de ce côté-là de manière indépendante. Voilà, la résistance, elle sera quand même bonne, même si c'est de ce côté. Voilà. Mais c'est vrai que je vais tester les deux. J'ai les deux qui arrivent. Ceux-là, je les ai pris chez AliExpress. Ceux-là, je les ai pris, je sais plus chez quel fournisseur. Là, pour le coup, un truc européen. Donc voilà. Euh, 30%, tu as la résistance. Exactement. Moi, généralement, 30%, c'est ce que je dis sur du 0,4. Essayez de cuire les pièces dans du sable fin pour emporter. Ben, je vais essayer. Par contre, j'ai déjà utilisé du plastique qui est le Volcano, qui est un plastique qui se recuit au four pour augmenter la résistance et augmenter aussi sa capacité à tenir les pièces qui vont chauffer. Et ça s'est très bien passé, en vrai, le passage au four. Maintenant, vous dire, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher, j'en sais rien parce que j'ai aucun moyen de tester. En tout cas, ça tient bien à la chaleur, mieux que les pièces en PLA, j'ai l'impression. Donc le Volcano, ça marche plutôt pas trop mal. Ah, merci Julien, il donne les liens. Oui, il est malin ce barbu comme tous les barbus. C'est qu'ils veulent les vidéos. Merci beaucoup Julien, c'est cool. Voilà, donc l'idée, c'est ça. Et après, je me suis dit, putain, franchement, faire des roues, par exemple, en impression 3D, ce serait vraiment cool pour faire du surmoulage. Typiquement, par exemple, voilà, j'avais tout préparé. Faire ce genre de projet, voilà, où c'est une roue, où je vais faire du surmoulage en silicone d'un pneu, et avec directement, par exemple, je vais pas le faire, je vous expliquerai pourquoi après, mais je pourrais intégrer directement ce genre de choses-là, voilà, la GT5, la poulie GT5 directement dans le pneu, quoi. Sauf que ça, si je le fous dans Cura, parce que là, la pièce, elle fait quand même 140 mm de diamètre, 5 cm de haut, j'en ai pour, je crois que j'avais calculé, 1 jour 50. Voilà, quelque chose comme ça. Je sais plus à combien on était quasiment à 2 jours, quoi. 1 jour 50, ça ne veut rien dire. Bon, quasiment 2 jours d'impression. Eh ben, on va pas faire ça. Du coup, ce qu'on va faire, et c'est ce que j'ai fait, du coup, hier, c'est que j'ai mis une buse de 1 mm dans mon imprimante. Et j'ai commencé à faire quelques essais d'impression. Et c'est ça que vous voyez en haut. Voilà. Parce que du coup, comme c'est le nombre de contours qui est intéressant, eh ben, autant faire des contours plus épais. Si on veut faire des contours plus épais, plus rapides, et qu'on s'en fout un peu de la qualité de la pièce, parce qu'en vrai, je m'en contrefous de ma pièce, si elle est brillante ou pas, voilà, ça c'est pas important. Moi, ce que je veux, c'est que ça tienne. Eh ben, on va faire avec du 1 mm. Salut Foxtrot, bonne soirée à toi. Et du coup,
j'ai commencé un peu des essais parce que j'avais déjà imprimé en 0,8 sur mon Ultimaker, mais en 1 mm sur les festoches, je n'avais pas encore essayé. Donc ça, c'est mon premier essai. Je l'ai arrêté entre-temps pour voir un peu comment ça fonctionnait. Alors, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Déjà que c'est ouf solide. J'ai pas réussi à le péter, alors que le truc est relativement fin et qu'il n'est pas terminé. Je suis très très impressionné. En termes de temps, je suis passé à quasiment de 2 jours à 5 heures d'impression pour la pièce que je vous ai montrée là tout à l'heure. Donc ce qui est ouf, du coup, en termes de temps d'impression. Enfin, voilà, il y a un gain de temps assez incroyable. Euh, Au niveau de la qualité de la pièce, franchement, c'est pas mal. Enfin, on voit les couches, quoi. Mais en vrai, c'est largement suffisant pour ce que je veux faire. Le souci, c'est que ma pièce, elle avait tendance à, voilà, à gratter. Ma buse avait tendance à gratter parce que ça fait des gros pâtés, en fait, régulièrement un peu partout. Ce qui fait que, voilà, on a un résultat qui n'était pas foufou partout. Finalement, ma tête s'est un peu décalée. Donc c'est aussi pour ça que j'ai arrêté cet essai un peu prématurément. Et j'ai fait quelques autres essais. Pourquoi pas des slices de plexi? Alors, les années précédentes, je faisais des slices de bois, mais le plexi est beaucoup trop fragile, en fait, il éclaterait. En vrai. Mais je vais utiliser le plexi hein, pour d'autres trucs. Vous inquiétez pas, ça c'est une autre idée. Donc ça c'est mon premier essai. Donc il y a aussi plusieurs choses aussi que j'ai vues, c'est que la température a du mal à se réguler quand il y a le refroidissement qui est mis en route. Je pense que c'est parce que c'est le volume de plastique qui est chauffé qui est trop important. Donc ça veut dire que, par exemple, je lui demander de chauffer à 220, parce qu'à 200 ça marchait pas. À 220, et en fait, l'imprimante a du mal à monter au-dessus de 215, par exemple, selon la température ambiante. Donc, elle n'arrive pas à se réguler précisément à la température que je veux. Donc, j'ai fait quelques essais pour essayer ce qu'on appelle le Z-Hop sur l'impression, et plusieurs autres essais pour éviter que ma buse vienne gratter, en fait, sur mes pièces. Merci, Nolamina, bienvenue à toi. Du coup, au fur et à mesure, j'ai réussi à trouver les paramètres qui ont fait que j'ai réussi à imprimer cette pièce. Pareil, c'est une pièce que je ne vais pas utiliser, donc c'est le top du coup de ma roue, qui s'est imprimé en 20 minutes. Je trouve ça complètement fou de me dire que j'ai imprimé ça en 20 minutes. Franchement, c'est ultra solide. Je suis très impressionné. Mais j'avais déjà imprimé en 0,8, mais là en 1, c'est impressionnant, je trouve. C'est la violence absolue. Je suis en 0,5 mm de couche. Il y a encore des défauts qu'il faut que je corrige. Voilà. Mais en vrai, elle serait utilisable. Bon, pour une poulie, je ne vais pas faire ça parce qu'en fait, la poulie est un peu dégueu. Bon, remarque, si ça se trouve, peut-être que ça marcherait, hein, mais à voir. Mais en vrai, voilà, je vais imprimer mes pièces en 1 mm pour le robot parce que ça marche et c'est génial. Un plastique qui est pas mal, c'est le PETG qui a l'acidité, mais en plus souple et donc moins cassant. Alors, je sais pas, mais le PETG, sur toutes les. Par exemple, sur CNC Kitchen a fait quelques essais, et en fait, j'ai l'impression que le PETG cassait avant le PLA classique, sauf quand tu faisais de la refusion. Et moi, le PETG, je l'ai déjà essayé, et j'ai été vachement déçu. Alors, ouais, il est un peu plus souple, j'ai l'impression, mais en fait, je l'ai trouvé plus. Enfin de manière assez bizarre, plus cassant que le PLA. Je sais pas comment l'expliquer, en fait. Mais la sensation que ça m'a donné, c'était que les couches entre elles se collaient pas suffisamment. Ou alors c'est mes paramètres qui étaient pas bons. Mais j'avais beaucoup de mal à faire une refusion d'une couche à l'autre, en fait. Et donc du coup, ça avait tendance à péter assez rapidement. Problème que j'ai pas du tout sur le PLA, par exemple. Donc je sais pas. Ça fait partie des plastiques que j'ai envie d'essayer aussi un peu plus du coup sur le PETG en 1 mm. Donc à voir ce que ça peut donner. Merci Zeldri FR, bienvenue à toi. Donc voilà, alors petit truc aussi, c'est que je me suis rendu compte que il fallait que je fasse, et c'est ça que je vais faire ce soir, c'est quelques pièces pour prototyper la taille des trous, en fait. Parce que là, je me suis rendu compte qu'avec un perçage en 24, en vérité, c'était trop lâche, non, c'était trop serré. Donc il fallait que je rajoute 1 mm sur l'ensemble de mes dimensions pour que ça fonctionne. Donc il faut que je fasse quelques fichiers de paramétrage. C'est ce qu'on va faire ce soir et qu'on va lancer ce soir. Je sais pas si... comment dire?
Je sais pas si on aura le temps de finir ou autre, mais au moins on va commencer ça ensemble et ça sera plutôt cool. Et c'est dommage parce que j'ai pas encore reçu ma webcam pour mon imprimante. Ça aurait pu être cool de vous montrer ça en même temps. Merci pas, The Pacarey. Merci à toi. J'ai vu Live Robotique de ITSF, j'ai entendu PLA en arrivant, j'ai fait... Salut Bluster Reborn. Tu as une préférence sur la marque de filament? Écoute, là je tourne avec du Eason, qui est pas très cher et qui a l'air, enfin, qui est plutôt bon, je trouve. Je suis assez surpris. Sinon, non, j'ai pas forcément de d'avis particulier sur le plastique. En fait, quand j'achète un plastique qui est pas cher, bah j'ai un plastique qui est pas cher, donc et le Ixen n'est pas si cher que ça et le rapport qualité-prix est plutôt pas trop mal, je trouve. Le Forme Futura est très bien. Bah, du coup, le Volcano, c'est du Forme Futura. Ça, c'est les derniers plastiques que j'ai utilisés. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le plastique de chez BQ, mais qui se comporte très très bizarrement. Je suis assez surpris. Je le conseillerais pas pour le coup, par contre. Ah bah si, c'est le plus gros point du panneau, la capacité des couches qui fait que tu peux faire des récipients pour les... Ah ouais. Ah, je dois avoir un gros problème avec ça, alors du coup. Merci le Turkmat. Le Ice Filament sur Amazon est top. Ah, je l'ai vu passer. Je me suis dit qu'il fallait que j'essaye. Le bonjour d'une autre équipe de robots. Oh, cool! C'est quelle équipe? Un coup de pistolet à air chaud pour insérer, et ça tiendra très bien. Ah oui, pour ça? Oui, mais alors oui, mais là j'ai 1 mm de différence. Voilà. Alors que là, effectivement, ça marche mieux, il reste pas grand-chose. Voilà, il y a un petit poigne à l'intérieur, il faut que je ponce. Mais en vrai, c'est une pièce de test, hein. Mais on va faire quelques tests du coup. Sunlu était... ouais, j'ai testé Sunlu, c'était pas mal aussi, ouais. Il y a un petit moment déjà. Et le fil avant, c'est comme les slips, tout le monde a son avis sur les marques, je connais personne qui sont d'accord. C'est exactement ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais comme sur plein de trucs. Sur les imprimantes, sur matériel électronique, sur le fer à souder, sur la qualité des composants, sur... ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. Oh ouais. Graminal en Belgique, d'accord, ok. Merci, Suble. Oh là 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 là, c'est non, c'est non. C'est marrant, hein, parce que les pseudos, des fois, sont pas faits pour être prononcés, j'ai l'impression. Ah, mais c'est un robot pour un robot, j'ai failli y participer. Ah bah voilà. Bah oui, exactement. Enfin, on a un robot pour un robot derrière, là. Enfin, on en a deux. Et on a un robot pour la Maker Fight. On fait les deux, en fait. En résine, celle des Lego est bien, je dis ça, je dis rien. Mais j'ai pas encore de résine. J'attends que Lego m'en envoie une. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite pièce, toute bateau, et qui va me permettre de tester différents perçages. Parce que j'ai besoin de savoir, déjà en termes de dimension, si ma bécane ne fait pas de la merde, un peu de calibration. Donc on va faire un rectangle, et on va faire plusieurs trous avec plusieurs dimensions de trous. Je veux voir un petit peu comment ça se comporte. Faisons un carré, tiens d'ailleurs, comme ça sera intéressant, on va savoir si le carré se fait bien. Un truc que j'ai vu quand tu dois assembler des trucs en forme, fait des surépaisseurs à l'intérieur que tu viens poncer au besoin et c'est top pour les roulements. Ouais, en fait, ce que je fais, c'est que quand je sais que je vais mettre des roulements ou des inserts ou ce genre de choses-là, déjà j'augmente le nombre d'épaisseurs de couches. Parce que, enfin, le nombre de contours, justement, pour avoir la possibilité de poncer à l'intérieur, même des fois, de rectifier le perçage. Typiquement, tu as besoin d'un perçage très propre à une dimension donnée. Et ben, je vais faire le perçage pile à la bonne distance sur mon imprimante 3D. Je vais mettre plusieurs couches et je contre-perce avec un forêt à basse vitesse. Et ouais, effectivement, ça permet de récupérer en fait des bonnes dimensions, des bonnes codes sur ta pièce. Oui. Par contre, c'est vrai que pour des roulements, réussir à percer à ces dimensions-là, j'ai pas ce qu'il faut par exemple. Ça serait quelque chose qu'il faudrait que je prenne. L'ASA est un très bon compromis, facilité du PTG et résistance de l'ABS. Ah, est-ce que l'ASA s'imprime sans plateau chauffant? Parce que la particularité de mes deux imprimantes, c'est que ce sont des imprimantes sans plateau chauffant. Je vais faire le chien. J'ai jamais testé l'ASA, pour le coup. Euh... Les 80, fermé, on va faire une hauteur, enfin une pièce qui se
Je me suis planté. Faire une pièce qui va s'imprimer relativement vite. Voilà, 10 mm. Et on va faire quelques trous de différents diamètres. Aligner ça sur une pièce. Merci. À chaque fois, je me trompe avec ces logos d'icônes. Pas de Chopin en 2020, mais c'est un homme de Cro-Magnon. Alors, est-ce qu'on va vraiment revenir là-dessus? J'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Que vous voulez que je vous dise? Euh, J'ai besoin de savoir un trou de 5 mm. Je vais avoir besoin de savoir ce que ça fait qu'un... alors, du coup, j'ai chopé la référence de mes inserts. Alors, c'était... si je les ai pas pris sur Amazon, ceux-là, d'ailleurs. Je me posais la question. Allons voir ça. Ah, yes. Alors, eux, ils préconisent un perçage pour du M5 à 6,4. Ah ouais. Merci, Michael Joking. Eh ben, on va le faire à 6,4 pour voir ce que ça donne. Voilà. Et on va se faire une bunch de trous à côté. Oh, pour les Romains, il faudrait pouvoir réussir les âges autour, mais il faut un tour. Ouais, voilà, c'est ça le problème. Pas de biais obligatoire. Ouais, c'est bien ce que je me disais, ouais. Le plus simple pour les Romains m'a l'air d'être laisser erreur. Ouais. Faire le PLA sans plateau chauffant, je sais pas trop comment. C'est qui s'imprime bien. Ouais. Bah, le PLA, le Form Futura, c'est bien imprimé, là, le Volcano. Après, j'ai des plastiques techniques qui s'impriment bien dessus, hein. C'est juste que les paramètres sont un peu particuliers. Enfin, en fait, il faut se dire que il y a quelques années, la plupart des machines étaient sur des plateaux, beaucoup de machines sur des plateaux froids, et ça posait pas forcément de problème. Hop, on va symétriser ça. Super document sur les sites pour le calibrage journal. Il y a deux templates fournis pour le calibrage. Tu as vu? Ah ouais? Ah, ça peut être intéressant. Merci, Michael. Il y a quelques années, il n'y avait pas trop de filaments à part le PL. Oh, si. Si, t'avais quand même quelques petits filaments techniques. T'avais pas genre le PETG, le nylon, ce genre de choses-là. Le nylon, par exemple, tu vois, sans plateau chauffant, ça a été toujours un petit peu compliqué. Merci, Wartix. Merci beaucoup. Ah là là, for 2 months. Énorme, merci beaucoup. Où est-ce que je vais faire? Je vais faire quelques carrés aussi. Pour voir un peu comment ça se comporte. Ça, c'est un triangle. Faisons des carrés. Voilà. On va faire aussi un hexagone. Parce que j'ai des écrous M5 larges. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Commencer avec une imprimante à combien pour s'amuser? En vrai, il y a des imprimantes vraiment pas chères aujourd'hui. Genre pour 200 balles, t'as des super imprimantes. Ça sert pour démarrer, ça sert franchement pas à grand chose d'avoir des imprimantes beaucoup trop chères. Après, si tu veux être tranquille, tout ce qui est Prusa fonctionne bien, c'est un peu plus cher pour le coup. Je veux bien un lien, ouais, s'il te plaît. Ah, super, il l'avait. Il l'avait sous le coude, là.
Oula. Alors, par contre, le site web, avec toute la neige, c'est un peu l'enfer. C'est un peu vraiment beaucoup l'enfer, là. Ah oui, il y a vraiment toute la procédure avec le... Ah ouais, ok, d'accord. Ah oui, cool. Ah ouais, là, il y en a pour un, il y en a pour un petit moment. Là, je voudrais juste... je sais qu'elle imprime droit, donc c'est pas vraiment le problème. Mais je voudrais juste imprimer pour voir un peu ce que ça me donne sur les 0,8. Par contre, c'est hyper intéressant pour mon autre imprimante. Il faut que je recalibre complètement mon Ultimaker. Et là, je pense que je vais suivre toute la procédure pour le coup. Euh, Ah oui, largement, Michael. La net à 8, je l'ai payé 100 balles. Ender Pro, c'est bien. Ouais. Après, je me disais qu'il était pour s'assurer d'avoir l'impression qu'on dirait. Mais pour le moment, quelque chose, ouais. Nervure des croisements et des pouilles. Ah! Dans les années 90, avec la déco web chargée. Ah oui, c'est chez chaud, hein. Et il y a la D12 chez Wan... Ah, Wanawoo, je sais pas qui l'a testé. Vous l'avez testé celle-là? Elles sont assez bonnes. Juste que je compte sur le cross calibration. Là, ça? Le problème, c'est que vous allez trouver ça con, mais j'ai pas Excel. Bon, on peut le lancer, hein. Attendez. Calibration cross. Je sais pas si les PLL sont aussi résistants que l'ABS, pas sur les plateaux à 30 degrés, il faut juste imprimer en été. LibreOffice, bah ouais, je vais être obligé. Euh, il a mis ses liens quelque part? Où est-ce qu'on retrouve ces liens? C'est infernal son truc. Salut Strad! Les filles à YouTube et les filles sont assez contents de la Manavo, je leur fais confiance. Ok. Bah alors. Bon, attendez, je suis en train de me perdre là. Ah, voilà. Et ça, c'est pour. Ah oui, c'est le centre. Ouais, bon, ça m'intéresse moins, c'est pas très grave ça. C'est rigolo, mais c'est pas très grave. Il parle l'auteur des pièces, mais il explique la procédure. Ah, d'accord, ok. Mais alors, attends. Ok. Oh, putain, ce Père Noël. Quand je clique sur Calibration Cross, j'ai pas le. Alors, c'est Things 248 47 66. Bon, ok. Allez, go. On va aller voir. Tiens, d'ailleurs, c'est pas le même? Non, c'est pas le même. 248. Mémoire de poisson rouge. Ah, tiens, c'est marrant, on était resté sur le Stick Vise. 248, 476. Allez, zo. Nickel. Hop. Par contre, tu as besoin de quelle dimension? Ah oui. Ok. Ah, attendez. Ah, c'est bon. Est-ce que ça va s'ouvrir sur LibreOffice et est-ce que je vais pas avoir trop de problèmes? Ouf. Ah oui, du coup, tu l'imprimes, tu mesures et tu regardes, en fait.
Ah, ok. Ah oui, ça c'est toi qui le mets. D'accord, ok. On va pouvoir comprendre comment ça marche. Ok, eh ben, écoutez, on va essayer. Déjà, on va l'imprimer, ça va nous donner une bonne idée de ce que ça donne. Donc c'est vite fait. Bah ouais, bah en plus là en 0,8 ça va aller vite, hein. En 1, pardon. Je vais démarrer l'imprimante. Bon, par contre, c'est la violence, hein, son truc. Ah, j'ai hâte de pouvoir vous mettre la webcam là dans la K40, dans mes deux imprimantes, ça sera beaucoup plus agréable pour pouvoir faire mes lives. Alors, Calibration Combine. Voilà. Eh ben, on va... Ah, 26 minutes quand même. On va remarquer, ça paraît logique. Ok, go. C'est parti. Non, pas encore. Pas avec ces paramètres-là. Mon flow est ok, ouais. Et en fait, c'est pas une nouvelle bécane, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont fonctionnelles. Par contre, c'est vrai que j'ai pas testé encore ce que ça donnait avec le 1 mm, quoi. Pas suffisamment, en tout cas. Ok, nickel. Voilà. Je le garde parce que ça va être quand même hyper intéressant. Ah, il a fait même une petite vidéo pour expliquer le principe. Donc, on va revenir sur le truc du... Oh là là. Alors. C'est quelqu'un qui va faire pour trouver la bonne base de départ. Ouais, voilà. Ouais, ouais, ça on est d'accord. D'accord, ok. Alors le problème c'est que sur l'Héphaestos, je sais pas comment est-ce que je peux changer ces paramètres-là. Je l'ai jamais fait. Je sais même pas si j'ai accès à ça dans le firmware en fait. Mais ça sera intéressant de regarder. 40 que 40, il a meilleur 4. Comment ça supplanter K40 Ah ouais? Mais non. Oh! Merci Fernand Emelot! Merci beaucoup, bienvenue à toi. Oh bah attends, je vais regarder alors. Parce que du coup, ils ont... Merci Baptiste 237, bienvenue. J'avais regardé il y a très très longtemps. Attends, c'est quoi leur site là pour Merc 40? Et c'était pas encore bon. Si t'as un site Kamikaze, je veux bien l'avoir, ouais. Ah, tu le mets dans le G-call du début d'impression. D'accord, ok. Ouais, j'ai pas fini la lecture, donc forcément. Ah, ça c'est intéressant. Ok. Pourquoi je trouve pas Merc 40 là? C'est pour ça qu'on l'utilise. Mir. Ah, il y a deux E. Ça, c'est sur GitHub, mais je ne l'avais plus.
Mais il a fait des nouvelles modifs il y a pas longtemps. Parce que la release, elle est... Ah non, 21 jours. Ah oui, effectivement, ouais. Bah tiens, regarde, on va le télécharger. Ah, attends que ça s'imprime. Ça, je pourrais l'essayer plus tard aussi. Bon, bah c'est parti. Dans 26 minutes, on aura le résultat et on va pouvoir regarder ça. Ah, c'est drôle ça. Bien joué. Directement, moi je passe par le G-code des débuts. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé au G-code des débuts. En fait, je sais pas du tout s'il est modifiable ou pas. J'avoue que j'ai jamais essayé, donc je suis. On va voir. On va voir. Dans tous les cas, je vais devoir vérifier que mes paramètres sont bons, donc il va falloir quand même que je mette les dimensions dont je vais avoir besoin régulièrement. Donc ça reste quand même une opération que je vais devoir faire. Alors normalement, là je dois avoir du 24. Ah, où est-ce que j'ai écrit? Ça c'est toujours le grand délire. Ok, il n'y a pas de souci. De quoi je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin de 3 aussi millimètres dans mon design. On va voir un peu ce que ça donne. Là, je vais avoir besoin de 15. Du coup, l'arrêt de sélectionner est horizontale. Ah, oui. D'accord. Non, la multiple sélection, c'est pas ça. Voilà, donc ça c'est pour mes broches. De quoi je vais avoir besoin d'autres comme dimension pour ce projet-là? Si, il y a le 8 mm pour les axes également. Au centre. Bon, clairement, il va y avoir des soucis, hein, à mon avis, sur mon impression. Franchement, un triangle, je pense que je n'en aurais pas besoin. Non. Voilà. Ça c'est good, ça c'est good. Je vais avoir besoin d'autres choses en termes de dimension. En vrai, je pense que c'est good. J'ai pas de roulement bizarre. Je sais plus les 608 si c'est du 22 ou 24. Ouais. 22, yes. Je vais refaire un trou en 22 en dessous. Ce sera pas mal. Je le code pas complètement, hein, c'est juste mon fichier d'essai. Voilà. Et déjà, rien que ça va me permettre de voir un petit peu. Tout ça, ce sont que des perçages, hein. Voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que je le fais à travers tout? Voilà. On va le mettre dans la Maker Fight. Je vais mettre test print. Test print. Ouais. Alors moi, ce sur quoi je travaille là, pas carré, en gros, j'ai modifié euh, ce contre. J'ai modifié mon imprimante 3D pour mettre une buse de 1 mm. Là, ce que je suis en train de voir, c'est que je vais la calibrer. Et là, c'est toutes les dimensions dont je vais avoir besoin pour imprimer mes pièces pour mon robot de combat de la Maker Fight. Sacrilège, sketch non contraint. Effectivement, en plus j'avais râlé la semaine dernière là-dessus. Et là, je fais exactement ça. Bon, sachant que c'est pas une pièce d'assemblage, c'est pas fou, mais c'est pas bien non plus. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu n'as pas une Arduino qui traîne, c'est vite fait d'installer le bootloader sur la CR10 pour modifier le firmware à côté. Ah, tu pourrais faire ça. Oula, attendez. Elle fait un bruit bizarre, cette imprimante.
Ça se passe bien. Je me méfie parce que elle m'a fait des bruits du coup de grattage très très chiant quand quand j'avais fait les premiers réglages. Oh, d'ailleurs, il faut que je vous parle d'un truc là. J'ai enfin compris un bug sur Cura. Je sais pas si vous l'avez aussi. Alors, c'est assez foufou. Faut que je vous montre parce que c'est assez incroyable. Sur Cura, j'avais un bug. Quand j'allais dans Manage Printer, Machine Setting, Extruder, et que là je changeais la dimension de la buse d'extrusion, et ben en fait il me l'enregistrait pas. C'est-à-dire il restait à la valeur précédente. Donc par exemple si je faisais, par exemple là j'étais à 0, mais j'étais à 1, bah, d'ailleurs hop le point il me le prend pas, comme ça c'est fait. Je vais annuler. Ah bon, très bien, de toute façon il va pas me le prendre. Ah bah si il me le prend. 1.0, 15, voilà, 15, normalement ça va marcher. Voilà, donc par exemple, moi ma buse elle était réglée à 0,4 avant. Donc voilà, je mettais 0,4. Et ben, si je fais ça, et que je ferme, que je réouvre ici, ben, il me remet ma buse à 1. Et j'arrivais pas à changer mon diamètre. Pour mettre du 0,6, du 0,8. Et en fait, j'ai compris hier qu'il fallait que je mette avec une virgule, et pas avec un point. Et là par contre, voilà, ça me le change. Et ça reste bien enregistré. Le problème du point et de la virgule dans les logiciels. Un délice! Un délice, puisque en fait ça ne le fait que là et pas du tout sur les autres paramètres. Donc c'était vraiment vraiment triste. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, d'accord. Donc voilà, donc le gros bug. Et apparemment c'est connu, mais c'est pas forcément corrigé depuis plusieurs versions de Cura. Donc bon, je trouve ça très très bien. Alors du coup, on va regarder, tiens, Héphaïstos de firmware. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ah! Ah bah super. Apparemment, on peut faire une mise à jour du firmware depuis Cura. Donc il y a peut-être moyen que on puisse faire quelque chose. Ah bah si, regardez. Le firmware, il est là. Magnifique. Electronic Design, Mechanical Design, Sample Doc. Ah, peut-être pas, non. Attendez, ils ont arrêté BQ ou comment ça se fait que j'arrive plus à accéder à leur site? Oh! Oh! C'est pas bon ça. Firmware Settings, c'est du Merlin. C'est bien. Au moins, le truc peut pas. Je peux faire un peu ce que je veux, mais par contre. Ah, BQ, Merlin, ok. Il va falloir que je creuse un petit peu pour savoir ce que je peux faire avec. Par contre, ce qui me choque, c'est qu'on n'arrive plus à accéder au site de BQ. BQ Store. Ah.
Ok. Mais par contre, Star NL, quoi. Ok. C'est très étrange cette histoire, hein. Bon, mettons que j'aille dessus, là. Ouais, 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 ouais. Pas un truc genre avec des contenus. Et je cherche. En fait, j'arrive plus à accéder au site de BQ. Je me demande s'ils ont pas changé. Et j'aimerais réussir à avoir du contenu sur bah, comment tu fais pour changer le firmware. Est-ce que tu as un firmware particulier? Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux corriger? Enfin, voilà, tout ce genre de choses-là. Et j'ai l'impression que ça ne marche pas. Que je n'ai plus accès et que leur site est mort. Du coup, c'est chiant, quoi. C'est chiant. Et voilà, c'est tout. On vient voir la doc. Parce que là, j'ai bien leur GitHub. M'étonnerait que leur wiki, voilà. Voilà. La dernière release du firmware, elle date du 29 mai 2017. Donc c'est pas comme si c'était genre il y a longtemps. Du coup, c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu chiant. Bon, sinon, voilà, j'ai le Marlin, quoi. Donc, dans le Marlin, je peux faire les changements et je peux le rebazarder si je veux, quoi. En ce moment, ah, t'as une X-Carve, c'est drôle ça. Wayback Machine, c'est quoi ça? Ah, ouais, ok, d'accord. On va aller voir, hein. Attendez, c'est quoi leur site exactement? The World. Euh, Elle est bien du coup, les Goûts Mars? T'en es content? Comment on sait ce qui s'est passé 2020? Ok. Je connais pas du tout Wayback, hein, j'ai jamais été. 2 décembre, 2 snapshots. Et du coup, si on clique dessus. Ah ouais, super. Ok. Oh, ça fait un petit moment, hein. Ça veut dire quoi si c'est du rouge ou si c'est du... J'ai l'impression que le site est down depuis un petit moment. Ah oui, en haut, il y a le... Oh, c'est chiant ça. D'accord, ok. Ah, c'est bien foutu. Euh, C'est moche. Bon, en 2019, peut-être. Ah, mais déjà en 2019, il y avait un... BQ.com.de. Bon. Écoutez, j'ai l'impression qu'il reste plus que le BQ Store. Alors, est-ce qu'on va trouver de l'information dessus? Sans le robot anti-archive. Bah non, mais... Mais c'est méga chiant à utiliser. Ouais, j'avoue. Je me suis un peu perdu là. Euh, Non mais là, accessories, non mais d'accord, ok, mais BQ, est-ce que je vais avoir des trucs d'accord, ok, tiens, d'ailleurs, il y a les... j'aurais pu le commander là, mon machin. Euh... Chier quoi, c'est juste un store quoi. Si je-
J'ai l'impression que c'est mort, mais... Ah oui, c'est vrai elle est vendue chez RS. Alors, il y a peut-être moyen de... Ah oui, non, c'est les Festos 2. D'avoir de la doc directement chez eux. Un peu plus à jour, peut-être. Ok. J'ai un document technique. Mais j'ai zéro lien vers le fabricant. Merci beaucoup. J'ai un lien BQ. Réussi, 100%. D'accord. Putain, 150 euros, du coup, c'est pas mal. Là, si je clique là, ça va me renvoyer sur quoi? Oui, d'accord, super. Ah, Radiosper. Toujours très très bien, hein. Euh, Et là, un site, quelque chose. Donnez-moi un lien. C'est fou ça. C'est incroyable. J'ai pas de doc. C'est incroyable. Bon, ok. De toute façon, c'est pas très grave. J'ai le Marlin, donc je pourrais le modifier directement dedans. Alors, où est-ce qu'elle est cette pièce? Est-ce que ça a avancé? Ah bah oui. Bon, par contre, c'est assez dégueu, hein, en 1 millimètre. Je sais pas ce que ça va donner. Tiens, je vais générer touc, touc. Mon test sprint là. Non, je vais l'exporter plutôt, ce sera mieux. Pour pouvoir l'imprimer. Hop, comme ça je saurai. On va le recharger. Ça sera prêt. On va relire un petit peu. Ouais, il y a beaucoup de trucs qui sont ouverts. Beaucoup trop de trucs. Ça, on s'en fout. Voilà. Et où est-ce qu'il est notre... voilà. Alors, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Should be, scold, is. D'accord, donc moi je modifie is. Là. Et donc en fonction de ça, système électrique. Ok. Ah ouais. Ah la vache. Ah oui, j'avais pas compris il y avait sur l'ensemble quoi. C'est fou ça. Température when printed. Ah oui, mais alors par contre, ça j'en sais rien du tout. Parce que j'ai pas d'imprint bed. Merci, Arsad Sag. Bienvenue. Ça, on s'en fout un peu, non? En vrai. G-code. M51. X. Ah, d'accord, il fait la correction pour ça, pour le Y, pour les autres. Ok, c'est good, j'ai compris. J'ai compris comment ça marchait. J'avais pas. J'avoue que j'avais pas véritablement compris. Donc, on rentre nos trucs là, il calcule toutes les dérivations, et en fonction de ça, il te donne le G-code à foutre dans ton truc de démarrage. Et alors là-dedans, Cura. D'accord. Alors là, dans Cura, si je vais là-dedans, je vais pouvoir, voilà, modifier ça. Et alors, ça se met, je vais le mettre à quel endroit? Je le mets au tout début. Hmm. Il faut que j'attende que ça soit terminé pour pouvoir faire mes mesures. C'est ouf comme fichier. Et donc, du coup, il y a le fichier en Z aussi à mettre.
Il ressemble à quoi? On va le lancer aussi. Tant qu'à faire. Il est incroyable ce fichier. Ouh la vache. Ah ouais. Ah oui, du coup, 1, 2, 3, 4, 5 hauteur. Ok, d'accord. Ok. Ça va être particulièrement dégueulasse, je pense, en 1 mm. 40 minutes? On fera pas la modif ce soir. Oui, c'est très très puissant comme fichier. D'accord. Parce que là, 1, 2, 3, c'est des... Il y a des hauteurs différentes là? Ah ouais, ok, très bien. Alors j'aimerais bien savoir comment il en est arrivé à calculer l'ensemble de ce truc-là. Control motion, step par millimètre. Ah, il faut que je mette le nombre de steps par millimètre quelque part. Ah oui, ici. Alors ça, je vais le retrouver où ça par contre? Ça, est-ce que je peux le retrouver dans les machines settings? Bah non, j'en sais rien du tout en fait au début. Il faut que je le retrouve dans mon Marlin. Euh, Ça, c'est plus dur ça. B. Alors si je vais dans Marlin, là. Où est-ce qu'il est le... est-ce que c'est mis dans le firmware ou est-ce que c'est codé en dur? Remarquez, je peux demander aux internets. Non, pas différent, mais en augmentant l'échantillon, tu affines. D'accord, ok. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout sur ma configuration. Ah, cool. Ça va me permettre de le trouver un peu plus rapidement. Salut Aerox. Ok. Travel limit. Ok, l'offset, très bien, le feed rate. Ah, step par unit. Voilà, ici je les ai. 160 et 160. Ok, un peu tard, mais bon, pas de problème. C'est ici le live du maker influenceur. Ouais, ouais. Dure la vie de bonbonne de gaz. De quoi? De quoi tu parles, Alfarti? Pour remplir le fichier Excel, il va te sortir la ligne de code à copier. Oui, mais du coup, il faut quand même que je parte du bon nombre de steps par millimètre. Là, en l'occurrence, c'est 160. Donc ça veut dire que ici, il faut que je rentre 160. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Enter the current setting, print the part, mesure the distance. Ok. Température when printing. Bon, bah là, je sais pas combien il fait de... Il fait 21 degrés, comme ça j'ai la température. J'ai pas de plateau chauffant. Ça va me changer du coup mes valeurs aussi, là, j'imagine. T'es pas obligé de le faire, le zen. Ok, d'accord. La partie est dégage. Super. Il y a du VBA. Non, non, même pas. Je sais pas ce que ça veut dire step calibrating. Yes. Mais yes. Qu'est-ce que ça fait? Avec les petits graphiques et tout. Et ouais, ouais. C'est pas moi qui l'ai fait, hein. C'est le copain Fanlou qui m'a passé ce fichier.
Ça a l'air d'être d'une puissance incroyable. On va voir ça, ça a l'air ouf. Ouais, que tu avais lancé l'impression d'une pièce tout à l'heure. Elle prête, sinon je me demande, tu montes tout le montage de tes robots en stream, mais comment fais-tu pour la concurrence des autres équipes? Ah, alors oui, la pièce elle est bientôt terminée. Et alors pour la concurrence, bah, en fait on s'en fout parce que tu vois par exemple là, les gens qui sont arrivés, Aerox, Alpharty, History Code, etc. Et ben en fait c'est des gens qui sont dans d'autres équipes. Et en fait, on est tous sur en plus un Discord, un forum, et on discute ensemble, etc. Donc même si c'est une compétition, si tu veux, ça n'a de nom que la compétition, enfin, ça n'a de compétition que le nom en fait. Au final, on se passe beaucoup d'infos et on s'échange beaucoup de choses. Donc voilà, l'idée c'est de plus de progresser ensemble. Après, tu sais, ça veut pas dire que si tu as les infos, que forcément tu vas savoir bien les utiliser. Ça, c'est autre chose. Bah, j'ai pas vu Rosaline, je sais pas si elle était encore là. J'ai pas vu revenir. Mais il y a Rosa, ouais, effectivement, ouais, mais il y en a plein, hein. Il y en a plein. Bien t'aider, on sait qu'ils ont du mal les caribous avec les nouvelles technologies. Bah, c'est ça. Imagine, on est encore sur des plateaux froids, tu vois? Tu vois? Ah bah oui, Rosa, elle est là. Ah oui, il y a Alex aussi, qui est encore d'une autre équipe. Bon, en fait, l'impression, elle vient de se terminer, là, quasiment. Donc, on va pouvoir faire les mesures. Sans les games, en fait. Dans les compétitions comme Battle Ball, ces équipes s'entraident beaucoup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah vas-y, Gibarto, vas-y. Alors, impression. Mon pied à coulisses. Et c'est parti. Alors, comment on oriente ça? Alors, YX, comme ça. Donc ça devrait être 5. Et là, combien j'ai? Oh! Ah oui, il y a vraiment un souci. Oh, mon Dieu. Et c'est un souci que je pense que j'ai parce que les couches s'écrasent. Là, moi, j'ai 5,6. Alors, ensuite, c'est celui-là. Là, j'ai 11. Au lieu de 10, ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais détecté. C'est un truc de 1 à peu près. Ensuite, j'ai 15, 16. Ouais, c'est cohérent. C'est cohérent. 20,7. Alors, le 5, par contre, c'est quoi? Ah, bien, d'accord, ok. 25,8. Attends. Dans le pire, c'est. Oh, voilà, vous êtes parti là. C'est quoi ce fichier Excel? C'est pour calibrer une imprimante 3D. C'est assez fou. 51. On va voir ce que ça donne, hein. On va voir ce que ça donne.
7, on est bien d'accord que c'est celui-ci. Par contre, le fichier est un peu chiant parce que... Voilà. Alors là, j'ai 101. Je pensais plus aux Cerberus qui mettent beaucoup d'efforts dans leur robot. Allez, c'est reparti. 150,7. Voilà. Cent vingt-cinq, 6, 126,7. Ah, c'est rigolo. Sinon, la déviation n'est pas la même partout. 26,2. 21, ça c'est bon. Onze. Ah. Et la dernière, on est à... Je ne saurais pas dire précisément aussi. 6. Ok. Alors là, du coup, il me propose... ça. Ok. Le problème de la calibration avec le cube de 20-20, c'est que tu corriges un écart. Tu es nickel à 20 et tu peux... Ouais, c'est ce que j'avais déjà vu, effectivement. Mais du coup, ce fichier-là, il est intéressant. Par contre, à quel endroit je peux recopier ce truc-là? Parce qu'en gros, si j'ai bien compris, hein, c'est cette ligne-là qu'il faut que je foute quelque part, quoi. Parce qu'ils disent to save M500. Et il faut que je fasse M501, ce truc-là, et après M500, c'est ça? Donc, si j'ouvre ce truc-là, que je vais là-dedans, je vais me mettre au tout début. Alors, je vais mettre un petit commentaire, un peu dans le même genre. Calibration. Je vais mettre perso. Et je vais mettre la date du 28/12/2020. Voilà. Et là, après, c'est tout la partie start. Voilà. Console de ton imprimante. Ah oui, mais là, par contre, mon imprimante, faut que je la bouge. Ça veut dire qu'elle est de l'autre côté. Je l'ai pas, elle est pas, comment dire, connectée. Donc, je vais le faire directement dans le start code. Ça sera impeccable. Ah, attendez. Si je fais pas de M500, ça va juste pas le sauvegarder dans le prom. Ouais, remarque. C'est pas très grave. M92 X 159,74 96 0 1 3 2. Je sais pas jusqu'à combien je monte en précision. Ça peut-être à rien. Et M500. Copier le contenu. Mais si je copie le contenu, ça marche pas, je crois. Ah bah si, ça marche. Ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ça marche très bien.
Je sais plus si tu es sur FreeCAD ou un fork. Je suis sur un fork de FreeCAD, sur celui de Real Tender. Ok, donc ça c'est pour le X. Et alors du coup le Y c'est pareil, M500. Je vais avoir un M92Y. Et ben du coup maintenant on va faire le Y, donc le Y dans ce sens-là. Ok. En place. Bah ouais, je sais pas trop pour le point, ouais. Ok, du coup, si je fais pas de M500, ça veut dire que si je charge un autre programme avec d'autres paramètres, il me le sauvegardera pas, c'est ça? Il me reprendra les programmes, les paramètres par défaut, c'est ça? Il me semble que c'est ça. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, moi, sur du 0,4, elle est bien calibrée, c'est sur le 1 que ça marche pas. Ok, et ben du coup, impeccable. On va enlever ça. Alors, maintenant le Y, donc dans ce sens-là. M500, 500, ouais, ok, d'accord. Deux digits. Ah oui. Ah bah, du coup, 75, quoi. A priori. Alors, on est reparti. Donc là, j'ai 6,2. Là, j'ai 11. Là, je suis plutôt constant sur mes axes. Là, j'ai 16. Doucement, doucement. 21. 26. 26. 51,2. Ah. Ah oui. Alors là, j'ai 100. Ah. En fait, la qualité d'impression en 1 mm permet pas de faire des mesures très précises quand même, hein. Alors, 150,7. Cinq, 5. 76. Neuf virgule cinq. Alors, 15,5. Ah, c'est rigolo ça. 10,9. Je suis quasiment à 5 là. Un virgule quatre. Ok. 5, 8, 2, 1, 7, 3, 2,
5, 5. Ok. Par contre, de mémoire, c'est un point, pas une virgule dans le G-code. Bah, il me semble aussi, hein. Par contre, le M501, c'est quoi? Il permet de faire quoi? De lui dire qu'il va y avoir des nouvelles instructions? Alors, M501 G-code. C'est une macro? Non, c'est 160. Ah oui, merde. Bien vu. Bien vu, bien vu. Y, ce n'est pas aussi. Ouais, désolé, désolé. Facture de réglage au prom. M501. Ok. Ah oui, bah du coup, j'ai cliqué, j'ai regardé le chat, je reviens. Bon, bah écoutez, normalement là c'est bon, donc close, close. Et donc là, si je refais l'impression, je suis censé avoir quelque chose de plus précis. Bon, bah, écoute, on va essayer, hein. On va essayer. Alors, par contre, je vous avouerai que je vais la laisser tourner et je ferai ça, je vérifierai demain. Parce que là, on est déjà sur un très bon live. Et moi, je suis déjà encore un petit peu fatigué. On va juste lancer ça, voir ce que ça donne. Et- Ok, alors c'est pas... Ah non, tu coupes pas, hein, c'est interdit. Si, 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 il va falloir que je coupe. Parce qu'en fait, après, derrière, moi, j'édite la vidéo. Je l'upload, je mets les commentaires, je mets la description, j'en ai encore pour 1 heure en fait. Donc c'est encore plus long pour moi derrière de refaire de finir un live. Ah, il y a un petit chanfrein sur le dessus. Je suis en train de regarder, est-ce que ça c'est bien fait? C'est incroyable, une fin de live. Eh oui, eh oui, eh oui. Le profil est pas fou hein, quand même de cette pièce. Et quoi, tu as un droïde? Ah non, pas besoin de dormir. T'as déjà vu un droïde avec de la barbe? Ah, ah. Il dit que je ne peux pas quitter les lieux avec une machine qui tourne. Ah non, mais moi je reste. Je fais l'édition et tout ça de la vidéo. Pour vous, c'est une fin de live, pour moi, non. Barbe artificielle, ça serait drôle. Est-ce qu'ils ont des barbes artificielles dans... Je sais pas. Dans... Bah tiens, dans Cyberpunk. Une barbe imprime directement ta pièce témoin que tu as fait sous... FreeCAD. Ah ouais, bah là, du coup, elle est encore plus longue, je pense. C'est un spécimen rare de fin de live. Ah, il y en a pour 1 heure. Remarque, je suis pas obligé de la faire complètement, quoi. Je peux l'arrêter un petit peu entre-temps pour voir déjà ce que ça va faire. Hop. Alors, c'est marrant, vous avez eu un écho sur mon live.
Alors, attendez. Je relis un petit peu ce qui se passe à côté. Ok, bon. Est-ce qu'il existe une barbe android? Une copie contrefaite de barbe android qui porte une barbe à ficelle et qui fait des projets de contrefaçon. Ce serait drôle. Ce serait drôle. Par contre, j'ai des homonymes. Bon, enfin, on a tous des homonymes. Bon, ça marche. Bon, en tout cas, c'est lancé. Est-ce que ça s'imprime correctement? Alors, en tout cas, ça n'a pas gueulé au démarrage. En général, ça ignore si ça gueule pas. Donc, on verra bien ce que ça dit. Mais il s'appelle quoi? Bien pas. Tu veux dire que Adrien Bricole est un clone? Ah! Oh! Oh là là! Ah oui, on rentre dans les tréfonds du complot là. C'est drôle ça. C'est drôle. Ok, ok. Bon, écoutez, je pense qu'on va pas attendre la fin de l'impression, hein. Je vais être honnête avec vous. Attaque le Coca et reste avec nous. Non, 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 je suis désolé, ça va être trop dur pour moi. Euh, Parce que demain j'ai une grosse journée et j'avais dit que j'essaierais de faire un live un peu plus court ce coup-ci pour pouvoir vous proposer un live la semaine prochaine en fait. Parce que je me suis posé la question d'arrêter le live et de pas faire de live la semaine prochaine. J'ai vu une pièce. C'est vrai? C'est vrai? Et c'est suspect? En vrai, c'est très très suspect. Arrête le Vitel, ça te fait dormir. Euh, ah oui, bien sûr, effectivement. N'hésitez pas à passer sur le Discord du coup, parce que je mettrai les résultats et je mettrai les avancées de toutes les autres impressions, les autres pièces. Voilà, je resserrerai du coup cette pièce-là. Enfin voilà, il y aura des choses. En tout cas, ça a l'air plutôt prometteur hein, cette technique. Je connaissais pas du tout. Mais donc merci pour me l'avoir fait découvrir. Moi, ce que je vous propose, c'est que là, encore une fois, il n'y a pas grand monde sur sciences et technologies, et il n'y a pas grand monde non plus sur du crafting. Est-ce que ça vous dit d'aller voir Y penser qui joue sur The Talos Principle? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? D'aller faire un petit coucou à notre ami Bruce Benamram, je vais y arriver, et de lui faire un tout petit coucou. Si on parlait de ton kit de composants, et si on parlait des Lego, dis donc, ce serait une bonne idée, ça. Et d'Arduino. Voilà, je pense que je vais vous laisser avec... parce que j'ai commencé à regarder un petit peu son truc, là. The Talos Principle, c'est un vieux jeu, en fait. Enfin, c'est un jeu qui date un petit peu, mais qui est super intéressant. Qui est un jeu qui sont des puzzles, des puzzle games. Les barbares. Et du coup, ça pourra peut-être vous intéresser pour ceux qui ne connaissent pas. Ça peut finir la session un petit peu tout cool. Bref, en tout cas, merci d'avoir suivi ce live et puis d'avoir tenu quand même jusqu'à 1h30 encore. Vous êtes 46, c'est assez foufou de voir ça. Merci encore beaucoup pour tous ceux qui me suivent sur les réseaux, etc. Si c'est pas le cas pour certains, n'hésitez pas à le faire. Comme je vous avais dit, il y aura du coup 3 parties en fait à ce live. Le récap qui sortira à part, la première partie sur le kit et les goûts, la deuxième partie sur ce qu'on vient de faire là sur l'impression 3D. Le réglage, c'était pas véritablement ce que j'avais prévu ce soir, mais en fait c'est cool parce que du coup ça va permettre de régler l'imprimante. Vous aurez des nouvelles sur le vous aurez des nouvelles sur le Discord. Vous voyez, je deviens fou. Je deviens fou. 1h30, je deviens fou. Mais c'est peut-être la vitelle, hein. Et bref,
Je vous dis à la semaine prochaine. Passez un excellent nouvel an aussi. Effectivement, c'est le nouvel an la semaine prochaine. Bon, je pense que pour la plupart d'entre nous, il se passera pas grand-chose, hein, donc restez prudents comme d'habitude. Faites attention quand vous sortez, gestes barrières, etc., etc. Vous commencez à savoir, mais c'est bien de le répéter parce que c'est important qu'on soit tous en bonne santé, et qu'on s'en sorte tous à la fin. Et à l'année prochaine. Voilà, c'est ça la grosse blague. Euh, et moi, je vous laisse avec Bruce sur Alors, comment ça s'appelle? The Talos Principle. J'arrive jamais à récupérer le nom de ce jeu. Très bonne fin de soirée, de nuit à vous toutes et à vous tous. Salut!